Alger, il y a 40 ans. Matin du 5 juillet 1962. Après 7 ans de guerre, enfin la paix. L'Algérie est indépendante. Un jour si attendu. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, de passer d'un système à un autre, de participer à la libération de son pays à un âge où normalement on doit poursuivre ses études, avoir une vie normale, tranquille, calme, etc. Finalement, c'est l'aventure dans l'aventure. On était tous jeunes à l'époque, on n'avait pas d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous on a vaincu l'armée française. Moi j'ai dit ce n'est pas vrai. Nous on a obtenu uniquement notre droit en tant qu'être humain à vivre dans une petite démocratie d'abord. Hein. Parce qu'on n'a pas de démocratie, c'est un autre problème. Combattant sans visage de la première heure de la guerre d'indépendance, chef historique mythique de l'insurrection contre la France, responsable du FLN à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Algérie, ils étaient jeunes, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Tous ces hommes ont joué un rôle essentiel dans la guerre d'Algérie. Pour la première fois, ils racontent l'été 1962. L'été 1962, les joies de l'indépendance et les luttes pour le pouvoir. L'indépendance aux deux visages. Trois mois plus tôt, mars 1962. La guerre dure depuis 7 ans. En Algérie, les maquis de l'intérieur, divisés en 6 régions, qu'on appelle wilayas, sont isolés et terriblement décimés. Moins de 1 survivant sur 3. Nous sommes des miraculés parce que c'était très difficile, bien sûr. Youssef Ratib, responsable en 1962 de la Wilaya 4, la grande région autour d'Alger, engagé très jeune, n'a jamais quitté le maquis pendant toute la durée de la guerre. La Wilaya 4 a perdu le tiers de son effectif. Vous aviez l'impression d'être abandonné ou... Abandonné, oui. Abandonné, isolé par la construction de barrages électrifiés longs de 300 km sur les frontières tunisiennes et marocaines, et coupé de toute aide et renforts extérieurs. Coupé des secours des forces de plus en plus importantes qui forment, au Maroc et en Tunisie, une véritable armée, l'armée des frontières. Coupé des chefs historiques de l'insurrection, arrêtés 6 ans plus tôt, Ahmed Ben Bella, Mohamed Khidr, Ossinaït Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mostefa Lashraf sont emprisonnés en France. Depuis leur arrestation, le pouvoir politique est à Tunis, en exil, représenté par le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, alors présidé par Ben Youssef Ben Khedda. Une révolution géographiquement écartelée entre les maquis de l'intérieur, l'armée des frontières au Maroc et en Tunisie, le GPRA à Tunis et les chefs historiques prisonniers en France. Pour en finir, le GPRA a désigné son vice-président Krim Belkacem pour négocier avec la France l'arrêt des combats. Négociation d'abord secrète, puis au grand jour, à Évian. Louis Jox pour la France, Krim Belkacem pour le GPRA, négocie le départ de l'armée française, le statut de la minorité européenne, le sort des harkis et enfin le destin du Sahara et des gisements pétroliers. Pour nous, les négociations d'Évian, une bonne partie des négociations d'Évian, c'était un peu secret. Salah Boubnider dit Saout al-Ahrab, responsable de la Wilaya 2, nord constantinois, au maquis depuis 6 ans. C'est-à-dire, nous, on sait qu'il y a quelque chose qui vient. Mais officiellement, on n'a pas été informé. On a été informé une fois
tout est terminé. Les accords d'Évian n'étaient pas au courant. Comment on pouvait le savoir? Vous entendiez des rumeurs, vous aviez des fragments d'informations? Non, pour nous, l'information, c'était le poste radio. C'était ça uniquement. La radio, c'est-à-dire Europe numéro 1 ou Radio Luxembourg, sur les postes transistors des soldats français. On n'a plus de risques, parce qu'il fallait prendre des risques comme ça. On se rapprochait le plus possible d'un camp, d'un poste. Et le cessez-le-feu, vous l'apprenez comment? Cessez-le-feu à la radio également. Ou comment voulez-vous que... C'est ça, les gens ne savent pas ces détails, mais c'était coupé. C'était extraordinaire, c'était l'ennemi qui nous informait. À travers la radio, à travers la presse. Nous étions informés. Le 18 mars 1962, après plus d'un an de difficiles négociations, un accord est enfin conclu entre les deux parties. Parmi les négociateurs, côté algérien, Reda Malek. Pendant toutes ces négociations, qu'elles soient secrètes ou publiques, on ne s'est jamais touché la main. Avec les délégués français, oui. Jamais. Parce que nous étions en guerre. Le 18 mars, à 17h, Jox a fait un discours pour la coopération, la réconciliation entre les deux pays. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est levé et qu'il a touché la main des délégués algériens. Et qu'il y a eu une photo qui a été prise. Parce que pendant toutes ces négociations, il n'y a jamais eu de photographe. Même public, ces négociations étaient connues, etc. Mais à l'intérieur, dans la table de négociation, il n'y a pas de photo. La seule photo qu'on a, c'est celle où on a serré la main de délégués français. Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée. Combattant de l'arrière, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. J'étais à Tunis, à l'annonce du cessez-le-feu. Salah Goudjil est alors à Tunis, officier de l'armée de libération nationale. Et moi, il y avait toute une joie cette journée-là. Il y avait beaucoup d'Algériens, tout le monde était content. Les Tunisiens aussi étaient très contents. Il y avait semble d'une fête. Mais ça restait quand même, après le 19 mars, on pensait tous, après le 19 mars, comment que les choses allaient se passer après le 19 mars. Après la signature des accords d'Évian, les frontières s'ouvrent. Des centaines de milliers de réfugiés, dont la plupart sont des paysans déplacés par la guerre, sont autorisés à revenir en Algérie. Parmi eux, après 7 ans d'exil, Abderrazak Bouhara. C'était le retour des réfugiés organisé conjointement par les Algériens et les Français. Il y avait des commissions mixtes. Et c'est dans ce passage que j'ai retrouvé donc ma mère après 7 années d'absence, qui était, quand elle a su que je venais de franchir la frontière, et avec le réseau du FLN, ils m'ont ramené sur la frontière du côté de Gambetta, bien entendu. Je le reconnais parce que on ne peut pas ne pas reconnaître sa mère, même après 7 ans d'absence. Mais il y avait avec ma mère mon jeune frère. Et je lui ai posé la question pour savoir qui était ce jeune homme qui était avec elle. Je ne l'avais pas reconnu. Pas reconnu. Des zones entières ont été interdites aux Algériens pendant la durée du conflit. Près de 2 millions de paysans ont été déplacés. 8000 villages
ont été détruits. La tâche de reconstruction de l'Algérie sera très difficile. Rafik Ben Sassi, engagé très jeune dans les combats du nationalisme algérien et dans la clandestinité depuis de nombreuses années, arrive à Rocher-Noir, près d'Alger, lieu de l'exécutif provisoire algérien, pour préparer le passage à l'indépendance. J'étais envoyé par le colonel Kirim Belkacem, qui à l'époque assurait la fonction de président du comité de guerre. Et moi j'avais appartenu à son cabinet militaire. Je m'occupais du renseignement et d'autres choses aussi. Et donc vous avez été envoyé à Rocher-Noir, à l'exécutif provisoire. Oui. Pour préparer le passage à l'indépendance? Préparer un peu ça, mais c'est surtout pour la lutte anti-OAS. Il fallait mettre en place des commandos à partir des éléments qui rentraient de l'ex-Fédération de France et qui venaient des commandos de l'ALN pour préparer un embryon de police et de gendarmerie algérienne et en même temps passer à la phase finale de la lutte anti-OAS avec les commandos des services spéciaux français aussi qui ont participé. La guerre n'est pas finie. Au nom de l'Algérie française, l'OAS plastique et assassine. Politique du chaos et de la terre brûlée. Est-ce que l'OAS avait songé à s'approcher de Rocher-Noir? Ils ont fait exploser plusieurs bombes à l'intérieur de la cité administrative. C'était truffé, hein. Il y avait beaucoup de sympathisants de l'OAS. Donc c'était une espèce de coexistence un peu bizarre, mais bon, ça fonctionnait comme ça. Violence, assassinat, destruction, affrontements, l'Algérie semble plongée dans le chaos. Se sentant abandonnés, sans protection, livrés à eux-mêmes, les Européens d'Algérie, ceux que l'on appellera plus tard les Pieds Noirs, décident de quitter en masse le pays. C'était une vision, je ne peux pas dire acceptable, mais vraiment pénible. Toutes ces familles complètement abandonnées pratiquement, laissées à elles-mêmes, avec des enfants, des femmes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vécu un épisode qui m'a douloureusement marqué. C'est du côté de l'Harrach, l'ex-usine de carreaux, de carrelage ou de briques. Une brique. Un jour, un de mes amis, le chef de commando, m'a demandé de l'accompagner. Et puis, par hasard, il m'a dit, si tu veux voir, nous avons des prisonniers ici. Et quand je suis rentré là-bas, c'était l'horreur, quoi. Il y avait plusieurs dizaines de familles avec des femmes, des enfants. Ils étaient en règle générale kidnappés quand ils allaient sur la route de Mise en Marche. Ils étaient arrêtés par qui? Il y avait des désirs de vengeance, il y avait du gangstérisme, il y avait de la stupidité. C'était des Européens? Oui, pour la plupart, oui. Qui avaient été enlevés avec des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Alors, moi, j'ai pris sur moi la décision d'alerter immédiatement le commandant Ousdir Omar, qui a alerté le commandant Asdin. Et par la suite, tout le monde a été libéré et escorté jusqu'à Maison-Blanche. La période était complètement désaxée, c'était l'affolement partout, il n'y avait plus d'autorité nulle part. Les troupes de l'armée française étaient cantonnées dans leur casernement, et donc c'était un peu la loi de la jungle. L'armée française, près de 400 000 hommes en Algérie, décide de quitter progressivement et plus vite que prévu, le territoire algérien. Avec eux, 60 000 soldats harkis et leurs familles décident de choisir l'exil par crainte d'un destin tragique. L'armée française, tout de même, c'était une armada qui était en Algérie. Dans les accords, on avait prévu qu'il fallait les ramener à 80 000 hommes au bout d'une année après l'autodétermination. Et ensuite,
procéder à l'évacuation définitive dans un délai de 24 mois. En fait, oui, c'est-à-dire 3 ans, c'est toujours les 3 ans dont on avait parlé pour les droits des Européens. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'armée française a quitté l'Algérie totalement, avant une année, après l'autodétermination. « 1er juillet 1962, en application des accords d'Évian, scrutin d'autodétermination. Les Algériens se prononcent massivement en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le 3 juillet, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet, les premiers bataillons de l'ALN pénètrent dans Alger avec à leur tête Youssef Ratib. On est rentré à Alger avec 9 bataillons. Des vrais maquisards. Vous êtes rentré dans Alger. On est rentré à Alger, c'est la Vous êtes 4. le premier à être rentré dans Alger. Pour l'histoire, comme pour Paris, ils disent que c'est le général Leclerc qui a... Pour l'histoire, c'est la wilaya 4 qui a libéré Alger. Donc, on est rentré en force. Et là, on a invité toutes les wilayas pour venir assister. Il y a eu la wilaya 3, la wilaya 2, la wilaya 3 et des gens de la wilaya 5 qui sont venus assister aux cérémonies. D'autres ne sont pas venus. Le même jour, ce 5 juillet, le président du gouvernement provisoire, Ben Youssef Ben Khadda, pénètre à son tour dans la capitale algérienne. Avec lui, un des responsables du FLN, Mohamed Arbi. J'ai rarement vu une foule aussi dense et aussi explosive et joyeuse. Et elle nous a accompagnés sur des kilomètres. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui chantaient, qui dansaient, qui avaient fabriqué des drapeaux de toute nature. De retour également avec le GPRA, Hossein Ait Ahmed, leader historique de l'insurrection contre la France, est libéré depuis peu après 6 années d'emprisonnement. C'était un instant de bonheur et surtout de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme, les danses. C'était une atmosphère presque magico-métaphysique. C'était extraordinaire. C'est surréaliste de voir des femmes enlever leur voile, se mettre en jupon, aller embrasser les hommes. Le peuple d'Alger, le peuple de l'intérieur qui sont arrivés, ouais, le peuple de l'intérieur est arrivé ici, les gars un bataillon de la wilaya 2, un bataillon de la wilaya 3. Le peuple, pendant 3 jours, la fête, le 4e jour, Ben Khadda, il m'a dit qu'il faudrait que le peuple se mette au travail. Il a pris la parole au niveau de la wilaya, il a dit demain, il faut retrousser les manches, il faut aller travailler. Le lendemain, tout le monde s'est mis au travail. Ce capital-là, on aurait pu faire de ce capital quelque chose de merveilleux. L'indépendance, c'est une indépendance merveilleuse. Rabah Zerari, dit le commandant Asdine, monté très jeune au maquis, arrêté par l'armée française, évadé, clandestin et responsable pour le FLN de la ville d'Alger. C'est fini. Les moteurs de chars, on ne va plus les entendre. Les bombardements de Mechta, c'est terminé. Les morts terminés, qu'il fallait passer à une autre étape. Et là, à notre niveau, nous, responsables, on était inquiets. Inquiets,
car ils savent qu'en fait, l'histoire va bientôt changer de sens. Inquiets, car pour eux, l'été 62, l'été de l'indépendance, c'est aussi celui de l'indépendance confisquée. C'est-à-dire la révolution a changé d'orientation. Et c'était un problème d'homme. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois tué, la révolution tombe. C'est ce qu'ils ont fait, nos camarades. En 62, il faut liquider la haleine, hein, parce que c'est une armée populaire qui a défendu le peuple. Comme ça, et pendant le pouvoir, c'était pour le pouvoir. Au moment où se réalise leur rêve, l'indépendance de l'Algérie, les luttes pour le pouvoir s'exacerbent. Comment s'est jouée cette histoire, secrète, difficile et compliquée, qui va conduire à l'indépendance confisquée? Retour en arrière. 2 ans plus tôt, et retour sur les hommes, les 5 leaders historiques emprisonnés. Rabah Bitat, Ben Bella et Ahmed Boudiaf ne formaient pas, disons, un groupe homogène. Ils ont eu, sans aucun doute, on le sait maintenant, des problèmes de cohabitation en prison qui ont joué autant que les divergences politiques. Et donc, on avait Boudiaf qui était allié à Krim, Aït Ahmed qui jouait la neutralité mais qui n'avait pas de force propre. Il y avait les gens du gouvernement qui étaient branchés sur les wilayas, c'est-à-dire Krim, Bentobel et Boussouf, mais il y avait également les politiques avec Ben Khadda Yazid et Dahleb qui, eux, n'avaient pas de force propre. Divergence entre les chefs, divergence politique aussi entre le GPRA, le gouvernement provisoire de Ben Khadda à Tunis, qui conduit alors les négociations pour la paix, et l'état-major de l'armée des frontières en Tunisie. Cette armée, que dirige un état-major général sous les ordres du colonel Boumedienne, est forte de 60 000 hommes. Lourdement armée, fortement politisée, elle attend son heure. Cette armée est très opposée aux négociations de paix par peur d'en être exclue. C'est pendant les négociations, GPRA, le gouvernement français, que la crise latente qui existait entre ce qu'on appelle les hauts commandements de l'armée aux frontières marocaines et aux frontières tunisiennes, c'est à ce moment-là que les militaires ont pris des initiatives politiques très très fortes. Ils ont manifesté leur désaccord avant que la signature des accords d'Évian, et c'était pour nous un devoir de rappeler à l'ordre l'état-major. Donc nous avons écrit aux dirigeants militaires de leur dire c'est une erreur politique grave que d'avoir ouvert une crise au moment de la négociation. Et en même temps, nous avons écrit une lettre de soutien à Ben Khadda. Boumedienne, à cette époque-là, était contre toute négociation. Il faut d'abord régler les problèmes internes de l'Algérie, les problèmes internes que nous sommes en train, qui empoisonnent notre existence, pour aller ensuite à ces négociations dans des conditions plus favorables. Abderrazak Bouhara, officier de l'ALN à la frontière algéro-tunisienne, où le colonel Boumedienne lui a confié le commandement d'un important bataillon. Il y avait l'idée suivante qui était répandue au sein des combattants. On se disait, il est possible qu'il y ait un accord aux dépens des combattants qui se trouvaient sur les frontières. Et c'est peut-être là une des raisons qui expliquent la grande solidarité qui existait entre les Moudjahidines sur les frontières et ce qu'on appelait les unités qui dépendaient de l'état-major général. Nous, ici, on savait tout ça. Le peuple commençait à entendre que ça n'allait pas entre l'Est, entre le GPRA et le MG, bien avant l'indépendance. Bien avant l'indépendance. Mais il continuait à espérer que ça allait se régler.
Officier formé au Caire, fortement influencé par Nasser, le colonel Ouari Boumedienne n'est pas suffisamment connu dans la société algérienne. Il recherche des appuis politiques auprès des chefs historiques de l'insurrection algérienne, toujours emprisonnés en France. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major, donc out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question, en ce qui me concerne, il connaissait un peu le point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Engagé très jeune dans la lutte nationaliste, Ahmed Ben Bella est le plus connu des chefs historiques de l'insurrection. Sans Ben Bella, je ne pense pas que l'état-major de Ghardemao aurait pu réellement s'imposer. Il avait besoin d'une tête politique qui passe, et Ben Bella passait depuis des années comme étant le leader politique du front. Alors, sous la bannière de Ben Bella, l'état-major pouvait se placer. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé déjà lorsque les 5 étaient en prison, dont le président actuel Bouteflika servait d'agent de liaison. Il a été vendre un coup d'État, Boudiaf l'a refusé. Il a trouvé un preneur qui s'appelle Ben Bella. Bon, il a acheté le coup d'État. On connaît la suite. À l'époque, Ben Bella, il n'a rien compris dans la situation. Il veut le pouvoir, il peut s'arrêter là. Boumedienne, il a utilisé le Ben Bella comme pion, mais si il la même chose. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. Et voilà, enfin. Voilà, ça va. Début avril, la guerre est finie. Les 5 historiques sont libres, reçus en Tunisie par Boumedienne. Mais ils sont ici ensemble pour la dernière fois. La lutte pour le pouvoir les a déjà séparés. Vous savez, personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'ai profité de ma présence au Caire lors de la réunion du groupe de Casablanca, le groupe africain de Casablanca, pour aller voir Nasser, et avec l'autorisation du chef du gouvernement, et lui dire ceci: si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Si la digue se rompt, c'est l'atomisation. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Moi, je suis prêt à soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Mais, de grâce, il faut intervenir parce que ce qui risque de se produire en Algérie, c'est du nihilisme, si jamais on dérive vers la guerre civile. L'acte suivant va se jouer loin d'Algérie, en Libye, à Tripoli exactement, où le GPRA convoque en mai l'ensemble des cadres nationalistes, ceux qui sont encore dans les maquis et ceux qui sont en France, au Maroc et en Tunisie. L'enjeu est important. Il s'agit à la fois d'adopter un programme de gouvernement et de ratifier les accords d'Évian. Nous, on était au maquis, on ne pouvait pas. Comment assister, comment... Et la preuve, on ne connaissait même pas les accords d'Évian eux-mêmes. Comment on pouvait le savoir? Vous n'aviez pas lu les accords d'Évian? Comment on pouvait le savoir? Comment on était au maquis? Je rappelle que nous étions restés 2 membres du conseil de wilaya, c'est tout. Vivant. Vivant. Donc moi je suis resté ici et l'autre membre est parti à Tunis pour avoir justement des informations plus détaillées. Nous n'avons pas été parce que nous étions ici à Alger
à faire des choses beaucoup plus importantes et plus sérieuses. C'était la lutte contre l'OAS. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une centaine de morts par jour. Nous aurions bien voulu, nous avons espéré, nous avons souhaité, nous avons désiré, nous l'avons écrit, que au lieu que ce congrès se fasse à Tripoli, qu'il se fasse à l'intérieur. Le premier congrès du FLN-ALN s'est fait un 20 août 1956 et à l'intérieur du pays. Oui, pourquoi le deuxième congrès, alors que nous sommes indépendants, ne se ferait pas à l'intérieur, avec les dirigeants cooptés, tels que moi, tels que Ami Salah et les autres, bien sûr qu'ils assistent, élargis aux cadres qui ont été formés par la Révolution. Personnellement, j'étais contre la réunion du Conseil national de la Révolution à Tripoli, parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'envoyer tous les cadres disponibles à l'intérieur du pays. Il y avait la lutte contre l'OAS, et une fois en Algérie, créer les conditions pour une préparation démocratique du congrès du FLN. C'était ça ma vision. Je m'étais opposé, mais minoritaire. Malgré tout, le Conseil national de la Révolution algérienne s'ouvre à Tripoli fin mai. Pourquoi Tripoli? Raison toujours inconnue aujourd'hui. Par sécurité et par crainte de l'OAS, aucune photo, aucune image n'a été prise de cet événement. Avec les accords de cessez-le-feu, le Conseil doit aussi adopter un programme de gouvernement. Nous, on a été à Tripoli, convoqués à Tripoli pour ratifier les accords d'Évian. Alors, quand ça a passé devant le Conseil de la Révolution, tout le monde a voté pour, à l'exception de 3 personnes. Boumdine, Nasser, colonel Nasser, ou Gaye Slimane. Hein? Je ne sais pas exactement, alors ils ont voté contre. Quand on a dit pourquoi vous votez parce que vous avez vendu l'Algérie à la France. Ah bon? Je dois dire en passant que la critique des accords d'Évian a été faite par les négociateurs eux-mêmes. Ben Yahya et moi. Nous étions dans cette commission et nous avons donné les faiblesses et les concessions qu'on était amenés de faire parce que ce qui nous intéressait, c'était d'installer un gouvernement sur le sol national. Sur le fond, tout le monde était d'accord. Comment organiser un État, quelle est l'orientation économique, quelle est l'orientation sociale, tout le monde était d'accord sur le programme. Il a été voté à l'unanimité. Il a été voté à l'unanimité. C'est important de dire à l'unanimité parce que ce qui va suivre après. Ali Haroun, membre de la direction de la Fédération de France du FLN, témoin privilégié de ce moment. Si vous vous reportez à la presse ou aux déclarations des uns et des autres, on va vous dire les uns sont les vrais révolutionnaires, les autres sont les contre-révolutionnaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la plateforme a été votée à l'unanimité. Donc c'est pas un conflit idéologique. Alors, on a adopté la plateforme. Et après l'adoption de la plateforme, de notes folkloriques, Ferhat Abbas crie, il dit ça, c'est du communisme mal digéré. Il a voté quand même. Et Mohamed Saïd, il a dit Heil Hitler. Lorsque le vote à l'unanimité a été proclamé, il a dit Heil Hitler. Donc, le vote a lieu à l'unanimité, et puis, à ce moment-là, il y a suspension de séance, et on dit, maintenant, nous allons entamer le deuxième point de l'ordre du jour, qui est la désignation de ce qu'on appelait l'idara en arabe, c'est-à-dire l'administration, c'est-à-dire le bureau, en fait le bureau politique. C'est au moment de la constitution du bureau politique qu'il y a un différend. C'est sur les hommes. Sur les hommes, voilà. L'ambiance étant surchauffée, des mots très regrettables ayant été prononcés par certains, et l'atmosphère chauffant de plus en plus, Omar Boudaoud dit « S'il vous plaît, silence, silence, je suspends la séance, on verra demain matin. » Et depuis,
le CNRA ne s'est jamais retrouvé dans son intégralité. Donc, on n'a pas eu de vote, ce qui fait que nous sommes restés suspendus depuis. Il n'y a pas eu, sortant du CNRA de Tripoli, une direction qui était issue d'un vote où une majorité s'est prononcée régulièrement contre une minorité. Voilà ce qui s'est passé. La révolution algérienne, d'un coup, se trouve privée d'une représentation politique. Non. Disons, n'a plus de représentation acceptée par tous. Voilà. C'est là le malheur de l'Algérie actuelle. C'était le premier coup d'État, qui ne dit pas son nom. Et ils nous ont même collé la crise, en disant c'est une crise de wilayat. C'est faux. On s'entendait merveilleusement. La wilaya 1 s'entendait avec la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la zone autonome. Tout marchait très bien jusqu'à cette date-là de la réunion de Tripoli. C'est là où ils nous ont introduit, si vous voulez, le poison de la discorde. Discorde, mésentente, le programme de Tripoli est adopté à l'unanimité, mais les accords de cessez-le-feu ne seront pas respectés. Première entorse, le commandant Abderrazak Bouhara reçoit l'ordre de faire mouvement vers l'Algérie. Je fais partie de ceux qui ont violé les accords d'Évian. Parce que les accords d'Évian précisaient que les unités de la LN devaient rester sur place. Et moi, j'avais reçu un ordre pour franchir la frontière, pas tout seul, avec un peu plus d'une compagnie, pour établir une relation avec les responsables de la wilaya 1 et de ce qu'on appelait auparavant la base de l'Est, dans la région de Soukharas, c'est-à-dire établir des relations avec l'intérieur. J'ai franchi la frontière avec un laissez-passer du Croissant Rouge. Et je n'étais pas en tenue militaire, j'étais en tenue civile. Avec lui, Salah Goudjil, sous les ordres du colonel Ouari Boumdienne. On est rentré avec les réfugiés. En civil? En civil, oui. On est rentré, on n'était pas autorisé à rentrer en militaire, parce que là, il n'y avait pas encore un accord pour que la LN des frontières traverser la frontière. L'accord, c'était simplement de dire que le cessez-le-feu, c'est fixer les deux armées dans les positions où elles se trouvaient à cette date du 19 mars. Et ceux qui étaient à l'extérieur restent à l'extérieur jusqu'au moment où il y aura la proclamation de l'indépendance reconnue par le gouvernement français. À partir de là, l'armée des frontières peut rentrer, mais elle ne pouvait pas rentrer avant. En fait, elle était rentrée, elle s'était infiltrée déjà, et l'armée française a fermé les yeux, parce qu'il y avait toute une dynamique de l'indépendance qui s'était installée. Alors, le 5 juillet, quand le peuple d'Alger fête en toute innocence l'indépendance, les responsables, eux, sont inquiets. Personne ne savait que le clash avait eu lieu à Tripoli, sauf quelques responsables. Et puis, on n'était pas arrivé à la confrontation. Nous espérions toujours que le CNRA, dont la séance avait été suspendue à Tripoli, aurait été de nouveau convoqué à Alger, et puis, comment dirais-je, qu'il aurait terminé sa mission. Et on aurait à ce moment-là élu un bureau politique qui soit l'émanation de l'ensemble des membres. On espérait qu'il allait se réunir jusqu'au jour où, le 22 juillet 1962, M. Ben Bella a déclaré à Tlemcen, le bureau politique, c'est moi. Voilà. Le 22 juillet. 22 juillet 1962. Entre-temps, l'armée des frontières commence à s'avancer. Le 24 juillet, ils sont devant Constantine. Khalfallah Abdelaziz est alors le responsable de la ville de Constantine. Les troupes se sont infiltrées à partir d'Aïmela et sont venues encercler Constantine. Et ils ont, comme ils avaient les renseignements, parce qu'il y avait des éléments à nous aussi, qui étaient dans les frontières. Donc ils connaissaient, ils avaient tous les points de repère, les PC où se trouvaient. Et le PC de la wilaya était encerclé, tout l'état-major était
donc emprisonnés, encerclés. Et le PC de la Métara aussi, qui était sous ma responsabilité. Bon, il y avait aussi d'autres invités du GPA, comme Dr Bell, étaient encerclés. Beaucoup de gens étaient encerclés dans la nuit, et c'était fini. La prise de la conscience s'est faite comme ça. Moi, j'ai pas été arrêté parce que j'ai pas passé la nuit là-bas, parce que j'étais trop ciblé. Donc, il y a eu des victimes, ah oui, oui. On a tué le commandant de la caserne, Jouet, a été abattu. Abattu, oui. Froidement, quoi. Il y a eu 4 ou 5 morts. Certains responsables des maquis de l'intérieur, comme Salah Boubnider, tentent de s'opposer à ce coup de force, à cette avancée de l'armée des frontières. On a fait une réunion ensemble. Des responsables de wilaya. Des wilayas, voilà. Alors on a fait une réunion ensemble pendant 3-4 jours. On n'a pas trouvé une solution. Alors j'ai pris une décision, moi, enfin j'ai pris une décision, on a fait une proposition, Anna et Hassan, qu'on a pris, sinon qu'on a libéré l'Algérie. On va partager le pouvoir en 2. Une partie qui va s'occuper de la haleine et de l'Assemblée, de l'organiser, et de la paix, et une partie qui va s'occuper du FLN et de la population aussi, pour les organiser, en attendant d'arriver voilà, au Congrès. Alors on a proposé la proposition, ça a été accepté par tout le monde. Entre le groupe Ben Bella Boumedienne et les wilayas, Youssef Ratib, le chef de la wilaya 4, tient à rester neutre. Alors là, je vais parler d'une chose importante, parce que les gens ne se connaissent pas. Toujours dans le cadre de la neutralité, à l'époque, Ben Bella et Khider étaient à Rabat, ils ne sont pas encore entrés. Nous sommes toujours le fin juillet, là, peu après là. Donc, de ma propre initiative, j'ai pris, en accord avec le colonel Mohamed Halla III, on a pris un avion de l'exécutif, on a été rendre visite aux 2 responsables à Rabat, pour essayer justement d'arranger les choses, en disant que, attention, les gens sont armés, on risque la guerre civile, on n'est pas encore concernés, nous, on est neutre. On risque la guerre civile, là, c'est malheureux à dire, mais on a entendu des choses qui font peur, c'est-à-dire que la déclaration était la suivante, c'est que nous prendrons le pouvoir, quel que soit le prix, quel qu'en soit le prix. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le pouvoir à tout prix. Ahmed Ben Bella pénètre dans Alger le 3 août, pratiquement sans opposition sérieuse. Le GPRA se disloque. À partir du moment où c'est la force qui a primé, et il est là, il y a un bureau politique, on va le voir. Et on lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? La première des choses, il dit, remettez l'argent qui reste à un tel. On dit, très bien, cet argent n'est pas le nôtre. Hein. C'est les restes, c'était les cotisations, je crois, des 2 ou 3 derniers mois de la fédération, qui n'avaient pas eu le temps d'être transmises par la voie normale. Monsieur Ben Bella désigne quelqu'un qui part avec Omar Boudaoud en Suisse et il lui fait la passation des comptes, etc. Il obtient le quitus et puis nous ne sommes plus rien. C'est fini. Fin août, de manière inexorable, l'armée, dirigée par le colonel Boumedienne, avance vers Alger. Parallèlement à cela, les services de renseignement, qui étaient ce qu'on appelle la base d'Idouche, où il y avait des centaines d'universitaires qui travaillaient dans les laboratoires de la police politique, tous les agents de Boussouf sont rentrés par le désert sur Alger, de connivence avec l'armée. Donc c'est cet instrument, disons, politique dont disposait l'armée qui, en définitive, a facilité la prise d'Alger. Moi, je ne vous cache pas que, personnellement, moi, j'étais partagé. Il y avait tous les effets de cette politisation que nous avons eue du temps où nous étions sur la frontière, parce qu'il y avait des idées, il y avait une vision d'Algérie, on avançait déjà l'idée de la révolution populaire, les grandes transformations, nous allions œuvrer pour transformer, pour changer radicalement la situation des
de la vie des paysans, des pauvres. C'est comme ça que nous concevions le socialisme. Donc, changer les choses, travailler pour les petites gens, essayer de payer une dette vis-à-vis des paysans qui nous ont hébergés, qui nous ont guidés. Ça, c'était... je pensais à ça, mais je pensais aussi à autre chose. Je me suis dit, moi, l'Algérie est indépendante, j'ai arrêté mes études. J'aimerais bien poursuivre mes études et j'aurais voulu, bien entendu, poursuivre mes études, mais le hasard en a décidé autrement. En l'absence d'un pouvoir politique stable, l'affrontement se dessine aux portes d'Alger entre anciens compagnons d'armes. Nous sommes dans une position défensive. Voyez-vous, dans toute cette Casbah, nous avons 1830 hommes armés en uniforme, sans compter les 2000 civils armés également, qui occupent toutes les terrasses. La Casbah est entre nos mains. Donc, on peut déclencher un mouvement et occuper Alger. Nous, on était neutres pour essayer d'éviter la crise, la guerre civile. Et petit à petit, on a été amené à nous opposer seuls au coup de force. On a dit, vous ne prenez pas le pouvoir par la force. Voilà les raisons essentielles. Ce sont des jours qu'on aimerait bien oublier, parce que si nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger, la main dans la main, avec un même cœur, et malheureusement, la politique a ses secrets. Nous aurions préféré voir autre chose. Ils sont venus, ils avaient un armement lourd, ils ont placé les canons, les canons, les trucs, ils ont tiré, mais ils n'ont pas pu avancer. C'est vers le 27 août. Il y a eu l'affrontement 2 jours, et ensuite, bon, à l'époque... Parce qu'on a parlé quand même de 500 morts, 900 morts. Ça, je suis incapable. De notre côté, je peux témoigner, il y a peut-être une dizaine de morts, peut-être, pas plus. Dont un officier, un capitaine de la zone Palestrol. Il était blessé et achevé. Oui, c'est l'histoire. La confrontation entre des combattants de la Halane, c'est une chose qui fait très mal. Nous faisons un appel à tous les dirigeants qui sont en ce moment pour qu'ils soient unis. Nous ne voulons pas crier vive un tel ou vive un tel. C'est le peuple qui commande tout, c'est le peuple qui a combattu pour la révolution, c'est lui qui l'a construite de ses mains. Le peuple ne comprenait rien, c'est l'erreur justement du peuple. Une erreur. Et nous, on n'avait pas le temps d'expliquer tout ça à la crise. Alors on s'est retrouvés seuls. Voilà les raisons. Mais on pouvait tenir avec les moyens qu'on avait, la force. Mais dans quel objectif politique? Donc il y a un accord de cessez-le-feu comme ça. Et je suis parti moi-même avec Ben Bella, avec un hélicoptère, aux 3 points que j'ai cités pour faire respecter le cessez-le-feu. C'est fini. Début septembre, l'armée, emmenée par le colonel Boundienne, entre dans Alger pour rejoindre Ahmed Ben Bella. C'est le peuple qui est vainqueur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple qui a imposé la présence du bureau politique ici. Cela peut paraître paradoxal. Nous n'avons jamais eu une tête, une direction politique. La révolution algérienne a souffert constamment d'une méningite cérébrale, si l'on pourrait dire. C'est la première fois qu'il y a une autorité politique. Je pense que ce n'est pas l'autorité politique définitive, mais son état. Dernier acte de cet été 62. Fin septembre, une assemblée élue se réunit, présidée par le vieux leader nationaliste, Ferhat Abbas, pour établir la constitution du nouvel État. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. J'ai été désigné au niveau de l'Assemblée comme membre de la sous-commission chargée de rédiger l'avant-projet de constitution. Nous nous sommes réunis pendant des semaines et des semaines. On nous demandait d'attendre. Et puis un beau jour, on nous dit,
réunion en plénière. En plénière, quand on se réunit, qu'est-ce qui s'était passé 2 ou 3 jours avant? Eh bien, dans un grand cinéma de la ville qui s'appelait le Majestic, qui s'appelle maintenant l'Atlas, on avait réuni tous les cadres du parti, on avait fait un projet de constitution, on l'a voté à main levée dans ce cinéma, et puis ensuite on est venu nous le proposer à l'Assemblée. La constitution a été faite dans un cinéma par des gens choisis sur le volet, comme on dit. Trier sur le volet. Trier sur le volet. Et puis, évidemment, chaque fois, ils essaient de respecter les formes. Ils l'ont imposé à l'Assemblée constituante. C'est là où le sens de l'honneur, chez certains hommes comme Ferhat Abbas et d'autres, ont démissionné. Vous savez, il y a chez nous, je ne sais pas le traduire en français, dans une déchra, il y a des gens qui partent sur des chevaux pour jouer l'air. La femme, elle a vu son fils partir. Quelque temps après, ils sont revenus lui dire c'est-à-dire, à son départ, il est parti déjà. L'indépendance était mal partie. C'est-à-dire la révolution a changé d'orientation. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. Et voilà, enfin. الشامخات الشاهقات نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا